Bonsoir à tous. À la une de ce journal, encore des morts sur le chemin de fer. Au Cameroun, un train a littéralement écrasé des personnes sur les rails à Yaoundé. Des témoins parlent de 5 morts déchiquetés. Le transporteur ferroviaire conteste ce bilan, mais ce drame de trop remet au goût du jour et suscite des interrogations sur l'inexistence des mesures de sécurité dans ces zones d'habitation qui côtoient au quotidien un danger permanent lié à la proximité avec le chemin de fer. Dans ce journal, des experts des questions de sécurité ferroviaire analysent les circonstances de ce drame et s'expriment au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Elie Guézois, une banlieue de Yaoundé, est choquée et meurtrie après ce drame survenu une fois de plus sur le chemin de fer au Cameroun. Un train de travaux a surpris des personnes sur les rails et le pire s'est produit. Des témoins parlent de 5 morts, des personnes déchiquetées, décapitées et d'autres qui ont été littéralement écrasées. La scène qui a choqué plus d'un à Elie Guézois à Yaoundé. Le récit des faits avec Marcelin Gansop. Alors que le vent de célébration du 8 mars souffle dans la capitale, une onde de choc traverse le bloc 6 du quartier Fandena 1 à Elie Guézois. Un train fou vient d'écraser des riverains qui s'apprêtaient à accompagner les femmes dans leur réjouissance. Aux environs de 19h, le train venant de Bala, ce n'était pas un train marchandise ni un train voyageur. Comme on est en train de refaire les rails, ils travaillent toute la journée, le soir ils rentrent. Mais malheureusement aujourd'hui, nous savons que c'est la locomotive qui est toujours en avant. Mais la locomotive était plutôt en arrière, et les wagons en avant. Ils sont arrivés sans bruit, ils ont trouvé des gens en distraction, ils les ont écrasés. Et à ma connaissance, il y a eu plusieurs morts. Je crois que moi, à mon avis, j'ai compté 5 morts. 5 morts, comment? Il y avait 2 personnes qui étaient encore vivantes, qui étaient broyées au niveau des jambes là. Et il y a eu l'intervention, il y a une pick-up de la gendarmerie, une Gossou qui est arrivée, qui a transporté une victime. Et il y a un véhicule personnel qui a aussi pris une autre pour l'hôpital central. Effectivement, des morts sont enregistrés. Sous nos yeux, 4 corps inertes gisent de part et d'autre sur les rails. Une 5e personne dont les jambes sont broyées et entre la vie et la mort. Les victimes, parmi lesquelles une dame portant son pagne du 8 mars, ont été carrément déchiquetées par l'engin de la mort, comme en témoignent d'importantes quantités de sang ainsi que des bouts de chair qui traînent ça et là. Le spectacle est horrible. Le doigt accusateur est pointé en direction du train qui revenait des travaux de maintenance des rails. Une très grande négligence parce que la locomotive ne marche pas en arrière. C'est toujours en avant pour conduire les wagons. Ça permet au conducteur de regarder qu'est-ce qu'il y a devant. Lui, très loin derrière, il ne voit pas et puis il pousse les wagons en arrière. Il ne sait pas. Quand il a cogné la première personne, c'est en ce moment qu'il siffle. Sikam Rail confirme via un communiqué ce tragique accident. L'entreprise regrette le fait que les rails soient utilisés à tort et à travers par les populations. Une façon de dire que les victimes n'auraient jamais dû se retrouver là, la circulation sur les rails étant interdite. Toujours est-il qu'une fois de plus, le train vient de faire des victimes, 4 mois et demi à peine, après le déraillement meurtrier des ECA, dont les familles des personnes tuées ou blessées peinent encore à effacer les séquelles. Précisons que Camrail présente ses sincères condoléances aux familles durement éprouvées. Son bilan fait état de 3 morts, contrairement à ce que avancent les témoins de la scène. Et dans son communiqué, Camrail se plaint du fait que l'occupation anarchique des emprises ferroviaires n'est pas de nature à assurer la sécurité optimale des circulations ferroviaires au Cameroun. Un avis que ne partage pas un expert de la maintenance ferroviaire. Interrogé sur Equinox Radio, Jacques Bimaille déplore le manque de respect des mesures de sécurité pour un train de travaux qui circule dans une zone urbaine. Cet expert critique le choix de placer
la locomotive à l'arrière du train et l'absence de signalisation de la présence d'un train dans une zone urbaine. Je vous propose d'écouter l'analyse de cet expert dans ce document sonore d'Equinox Radio. Dans les normes de chemin de fer, quand vous travaillez dans une zone comme dans une zone urbaine comme le Côtois, vous devez prendre toutes les mesures de sécurité. Ça c'est dommage, il n'y a pas de passage à niveau. Les populations vivent aux environs, au niveau des emprises. Ce sont les tristes réalités du pays, mais ce n'est pas une raison de ne pas prendre des mesures sécuritaires qui se posent pour la sécurité des personnes. Quand vous mettez la locomotive derrière le train, ça veut dire que le train est long, comme je vous dis, 85 mètres. Ça veut dire que quand le train arrive, personne n'est au courant. Qu'est-ce qu'on fait? On prend donc des mesures sécuritaires en mettant au premier wagon du train, on place quelqu'un avec une lampe et avec un sifflet. Donc, avec cette lampe et avec le sifflet, c'est pour attirer l'attention des populations comme si c'était une locomotive. Donc, une fois de plus, absence de mesures de sécurité, non-respect des normes d'exploitation des chemins de fer, c'est vraiment dommage. Et je crois qu'ici aussi, on laisse quand même que les enquêtes continuent. Mais je veux dire, sur le plan technique déjà, ce qui vient de se passer, c'est une erreur humaine. Vous l'avez suivi, Jacques Bimaille, expert en maintenance ferroviaire, il s'exprimait sur Equinox Radio. Ce drame remet au goût du jour le danger permanent qui plane sur Elixoa. Dans cette banlieue de Yaoundé, la majorité des maisons d'habitation est construite à proximité, à quelques pas du chemin de fer. Des enfants jouent au ballon sur les rails. De nombreux commerces sont installés sur les emprises ferroviaires. Des populations ignorent le respect des mesures de sécurité dans cette zone. Reportage, Élisée Bogba et Yannick Mbazoua. Quartier Elixoa, lieu d'Irail, endroit de l'incident malheureux de la nuit du 8 mars. La vie a repris son cours normal malgré un réveil difficile. Non, le corps n'est pas à l'aise, Depuis ce matin, vous voyez comment je suis vraiment triste là. Avec ce qu'on a vu là, vraiment, ça ne me donne même pas l'envie de prendre une bière, surtout pour nous qui vivons aussi là. Les activités de Camrail vont bon train. La preuve, ce train qui passe. Le petit marché mitoyen à la voie ferrée a repris ses activités. Les va-et-vient sur les rails ne souffrent de rien. Ici, l'occupation anarchique des alentours de la voie ferroviaire n'est plus à démontrer. Il faudrait quand même que la Camrail essaie aussi de voir s'ils peuvent faire reculer les gens qui sont surtout les bars qui sont au bord du passage du tram. Moi-même qui vous parle, les jeunes boutiques là. Maisons d'habitation, boutiques, buvettes sont construits à quelques pas des rails. Certains jettent un doigt accusateur à l'endroit de Camrail. Ce sont eux qui doivent réfléchir comment ils peuvent faire, comment ils peuvent diriger les routes. Parce que nous sommes au courant quand même là-bas, devant ils ont construit une maison, ils ont dit que ça sera les gendarmeries qui vont rester là-bas. Ici, il y aura au moins que la poste de policiers et la route devait passer là-bas. Nous on attendait qu'ils devaient casser, ils ne cassent pas, il fait que seulement tuer les gens, c'est pour ça que nous ça ne nous plaît pas. Bêta qui casse et puis on peut quitter hors des rails et puis on reste tranquille. Non, il faut qu'on essaye d'améliorer la façon, parce que tous les trains pouvaient être jumelés d'un seul train et sortir pour rentrer de l'autre gare à l'autre bout. Et ça pouvait être plus bien. D'autres par contre jettent le dévolu sur l'inconscience des populations. Ces gens sont que quand ils boivent, au lieu de rester dans les bars qui sont un peu reculés, eux ils s'assoient toujours au niveau du bar, et au niveau des rails. Les dimanches comme ça, vous ne pouvez pas passer ici là. Lorsque vous passez ici là vraiment pour demander la route, c'est un problème. Lorsque vous demandez même la route, vous demandez mon frère, est-ce que je peux passer? Quelqu'un qui est sous carrément. Donc pour eux c'est leur habitude. Manque de barrières de sécurité et de passerelles, c'est un véritable libertinage qui s'est fait mettre avec son lot de conséquences.
Mais même s'ils savent que les gens ils ont construit la maison, parce qu'avant ils ont dit d'abord qu'ils devaient casser au niveau des terrains sur ce là-bas. Pourquoi ils ne cassent donc pas? Il fait que laisser les gens, Maintenant il vient seulement pour tuer les gens, bête à qui casse. Et puis nous allons chercher d'où on peut partir. Nous vivons de deux côtés des rails. Si la caméra peut aussi nous permettre de mettre des ponts de telle sorte que lorsque vous voulez voir votre frère de l'autre côté, vous pouvez traverser et comme ça nous fera vraiment plaisir. La preuve, ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit à cet endroit. Il y avait une année, c'était là-bas devant une personne, là-bas lui il était sous. C'est là où ça lui a pris, mais pour cette année, c'est pour hier, si ce n'était pas comme ça. Entre proximité des maisons d'habitation et des rails, manque de mesures de sécurité afin d'empêcher le grand nombre de circuler librement sur les rails, toutes les conditions sont mises à contribution pour qu'il y ait toujours autant de morts. Sur les rails, délégué Joie pour Equinox Télévision, Yannick Bazoua, Élisée Bogba. Dans le reste de l'actualité, vous vous souvenez de ce prestataire de service qui avait voulu incendier un hôtel dans le département du Honkam, précisément à Bafan, menaçant justement d'incendier cet hôtel pour réclamer son dû. Eh bien, il est dans le coma et le président directeur général du groupe La Falaise, l'hôtel qui a été incriminé, Moncam Pascal, s'est exprimé sur cette situation face à la presse à Douala. Il conteste le fait de devoir de l'argent à ce prestataire de service. Il revient sur sa propre version des faits de cet événement. Compte rendu, Sylvestre Hippolyte Zangao. Perché sur le toit de l'hôtel La Falaise de Bafan, Émile Mété, Moncam Pascal. La facilitation du commerce transfrontalier peut favoriser l'amélioration de la compétitivité de l'économie camerounaise. Cette stratégie sera au cœur des réflexions entre le secteur public et le gouvernement du Cameroun. C'est à l'occasion du Cameroun Business Forum. La 8e session est prévue lundi prochain dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Quel est le réel statut de la première dame au Cameroun? Au fil des ans, Chantal Biya est devenue une actrice de premier plan sur la scène publique au point de présider des événements à caractère officiel et de se faire représenter par des ministres de la République. Pourtant, la Constitution ne lui reconnaît aucun pouvoir et aucun rôle précis, mais des usages entretiennent le flou autour de l'épouse du chef de l'État. Explication avec Guy Zogo. Le défilé du 8 mars, présidé au boulevard du 20 mai par la première dame Chantal Biya, la scène est certes ordinaire, mais elle charrie aussi un certain nombre d'interrogations, notamment celle de savoir sur quoi se fonde cette démarche de la première dame. Ce qui est sûr, ni la Constitution, ni même les usages protocolaires ne prévoient un tel rôle pour la première dame du Cameroun. Dès lors, il se pose la question de son statut. Un colloque tenu récemment à Yaoundé a résumé les différentes vues sur cette question. Il y a ceux qui renvoient dos à dos les partisans et les adversaires de l'idée d'un statut pour la première dame. Il y en a qui pensent que la première dame devrait effectivement aujourd'hui acquérir un statut de juré, un statut officiel constitutionnel, pour rendre ce statut plus visible. Il y en a qui pensent à l'inverse que l'insérer dans ce statut officiel réduirait un peu son champ de manœuvre et qu'en réalité, il convient de laisser les choses en l'état. D'autres suggèrent, à l'instar de ce qui se fait ailleurs, de franchir le cap. Je pense par exemple à la Tanzanie. Il existe un statut de la première dame qui fait que la première dame a un office qui s'occupe précisément de gérer tout ce qui relève de son action. Enfin, pour d'aucuns, il appartient aux tenants du pouvoir de tirer au clair cette situation. Les juristes ont jeté une bouteille à la mer et la réflexion continue. Et vous savez d'ailleurs que ce ne sont pas les enseignants qui peuvent décider du statut de la première dame. Les enseignants donnent des idées, des pistes de réflexion et c'est le législateur qui, in fine, donne sa caution ou ne la donne pas. En attendant, la première dame évolue dans un statut clair-obscur qui suscite souvent des critiques à son encontre. Parlons encore du 8 mars, la journée internationale de la femme. Elle a été toute particulière
Au sein du groupe Equinox, les femmes journalistes techniciennes également du groupe Equinox La Nouvelle Expression se sont retrouvées autour des tables rondes sur des questions de santé mais aussi des moments de réjouissance. Reportage Nadine Yambou. Mimi Mofo, présentatrice du journal de 18h sur Equinox Télévision, préside la conférence de rédaction ce 8 mars 2017. Comme toutes les femmes du groupe La Nouvelle Expression, elle était bel et bien présente au travail. La Journée internationale des droits des femmes a connu divers moments. D'abord, une conférence débat avec pour thème la sexualité de la femme et un spécialiste pour édifier les femmes du groupe, le docteur Kafunda Kantol, qui est gynécologue obstétricien. Faites vos enfants progresser dans la société parce que vous êtes là, vous êtes déjà nos mamans, c'est vous qui nous éduquez, c'est vous qui nous reproduisez. Donc on vous donne cette chance de reprendre vos droits, c'est votre droit. Le droit à la reproduction, c'est votre droit. Elles ont été édifiées sur diverses pathologies telles que le cancer du sein et du col de l'utérus. Le cancer du col est favorisé par les microtraumatismes, multiplicité des partenaires, ce qui a beaucoup de risques d'avoir des infections. La seule chose qui protège du cancer du sein, c'est l'allaitement. L'allaitement. Parce que les hormones de l'allaitement sont ces hormones qui sont sécrétées pendant la deuxième partie du cycle mensuel, donc notamment la progestérone, dont le rôle est de favoriser la sécrétion. Les femmes du groupe La Nouvelle Expression étaient bien attentives. Il n'y a pas de passage entre le sein. On a pu en savoir un peu plus sur les maladies qui touchent les femmes, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, qui ne cesse d'évoluer au fil des jours, au fil des années. Donc il nous apprend un certain nombre de choses, que ce soit sur le plan physiologique, comment est-ce qu'une femme doit s'épanouir dans sa sexualité, comment est-ce qu'une femme doit prendre soin de sa santé, comment est-ce qu'une femme doit entretenir son corps. Les hommes et les femmes, on devrait aller ensemble, que ce soit sur le plan sexuel, sur le plan professionnel. Encore qu'une femme épanouie sexuellement est une femme également épanouie sur le plan professionnel. Il y a des moments où tu as envie de t'exprimer sexuellement, mais tu n'arrives pas. Donc je pense que c'est une initiative à remettre encore. Et merci à Equinox. À Equinox Télévision, les femmes jouent divers rôles au quotidien. Nadine Guanfo, par exemple, réalisatrice de l'émission 10-12 de Zénith. Mais ma tâche consiste à m'assurer que tout soit fait pour que l'émission se déroule très bien. Soit tant du côté des présentateurs, des panélistes, que du côté technique. Avec les hommes, au contraire, ils se plaignent du fait que je suis parfois un peu très imposante, mais on réussit toujours à trouver un terrain d'entente. La journée du 8 mars pour les femmes du groupe La Nouvelle Expression s'est achevée par des réjouissances. Autre lieu de réjouissance, mais pas vraiment le cœur à la fête, c'est à Mora, à l'extrême nord du Cameroun, où très peu de femmes se sont mobilisées lors de cette journée internationale de la femme. À la place du défilé, on a noté une diminution en termes d'affluence comparativement aux années antérieures. Juste une centaine de femmes aux couleurs de la fête dédiées à cette jante féminine. La tribune est restée peu garnie, les invités du préfet Babila Kao ayant pour la plupart eu peur des attaques terroristes. C'était une place des fêtes fortement militarisée en raison du contexte marqué par les attaques de Boko Haram. C'était donc, vous le voyez en image, la célébration du 8 mars du côté de Mora, à l'extrême nord du Cameroun. Cette journée du 8 mars a une résonance particulière à Koutaba, dans le département du Noun. Des femmes paracommandos, des épouses des militaires ont rehaussé l'éclat du défilé à la place des fêtes à Koutaba. Reportage Mama Soufor d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. La 32e journée internationale de la femme à Koutaba connaît un cachet particulier dans sa célébration, avec une coloration très officielle et militaire, digne d'un cérémonial des fêtes nationales du Cameroun. La fête de la femme représente pour nous un temps de réflexion pour voir comment la femme peut aider l'homme à progresser dans ses projets. Nous recherchons la dignité, le respect. Parce qu'on dit souvent derrière une femme se cache un grand homme. Loin de la proéminence et l'exhibition du fameux pain du 8 mars, les femmes paracommandos effectuent leur parade sanglées dans leur tenue de combat,
traduisant une détermination à atteindre la parité 50-50 d'intégration des corps d'élite, encore fermée à la gente féminine, à l'instar du BIR, le bataillon d'intervention rapide. Quand on parle de l'égalité, ce n'est pas dit qu'on doit, c'est une chose de concurrence. On sait que la femme est inférieure à l'homme, mais on veut que la femme ait aussi des responsabilités, qu'elle soit capable de s'exprimer en milieu social. Cette détermination à réaliser la parité 50-50 dans les forces de défense se manifeste davantage avec ces 2 carrés d'épouses des militaires en fonction et des retraités appelés anciens combattants. Ça veut plutôt dire que la femme doit assumer, doit prendre ses responsabilités en main, gérer son ménage avec manière et sagesse. Chez les femmes civiles, on croit dur comme fer à une parité effective d'ici 2030, mais à une condition. Si la femme prend conscience qu'elle peut être autonome et qu'elle peut travailler, qu'elle peut se défendre, qu'elle peut même être génératrice de revenus, je crois que dans 10 ans, même dans l'administration, elle pourra montrer de quoi est-ce qu'elle est. Au-delà du show de toutes les coupes de cabas sorties des ateliers de couture, les hommes installés à la tribune ont surtout apprécié les richesses corporelles du terroir. Dans cette ville aux habitants en majorité militaire, travaillant au bataillon des troupes aéroportées, les orphelins des soldats tombés au champ de bataille et les enfants des militaires encore au front à l'extrême nord reçoivent des cadeaux d'une femme qui a tenu à assumer son rôle de mère de l'humanité. À Banganté, des femmes ont tenu à dénoncer toute forme de discrimination exercée contre elles. C'était lors de la célébration de la Journée internationale de la femme dans le chef-lieu du département d'Undé. Reportage Jérôme Narcisse Sabzé. Les femmes du département d'Undé, et notamment celles de la ville de Banganté, ont célébré à leur manière le 8 mars dernier la 32e édition de la Journée internationale de la femme. Ce fut l'occasion pour elles de dresser le bilan des progrès réalisés, d'appeler des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Il est désormais question pour elles de franchir véritablement le pas vers l'égalité entre les sexes pour une planète 50-50 en 2030. À la place des fêtes de Banganté, cette cérémonie était présidée par M. Oumarou Amanwabi, préfet du département d'Undé, qui lui aussi était en phase avec le thème retenu pour cette édition. La femme d'Undé n'a pas à avoir peur. La femme d'Undé, comme toutes les femmes de ce pays, est au centre de la politique du renouveau. L'organisation de la 32e édition marque la forte adhésion de notre pays à cette initiative visant la promotion de l'égalité de chance entre les hommes et les femmes pour un développement durable et équitable. L'autre temps fort de cette édition aurait été la grande parade à l'esplanade de la place des fêtes de Banganté et au cours de laquelle plus d'une 50aine d'associations, à travers un imposant défilé, ont apporté la preuve que les femmes d'Undé sont plus que jamais déterminées à lutter contre toute forme de discrimination à leur endroit. Une célébration qui s'est par la suite poursuivie dans le début de boisson. Un public reportage dans ce journal, la Société anonyme des brasseries du Cameroun a tenu à célébrer la femme à Kribi, la station balnéaire de la région du Sud. Reportage. C'est une ambiance chaude ici au cœur de la cité balnéaire de Kribi. La Société anonyme des brasseries du Cameroun célèbre la femme.
Dans l'actif de cette célébration, un produit phare, la Beaufort Light. Elle procure la joie aux visiteurs et déchaîne les passions. La Société anonyme des brasseries du Cameroun se positionne comme un véritable encouragement pour la femme et rehausse ici la journée du 8 mars. Les femmes ne sont pas les seules à être victimes des violences physiques et psychologiques dans le foyer conjugal. Des hommes aussi en souffrent au Cameroun, des hommes battus par leur épouse, des hommes qui vivent dans le mépris, qui se sentent amoindris sous les effets du mépris et de l'infidélité de leur épouse. C'est un sujet tabou dans la société camerounaise, mais ce soir, Regard Social lève un pan de voile sur un fléau qui gangrène de nombreux couples au Cameroun. C'est à suivre ce soir à partir de 20h45, émission présentée par Éric Fernand Kwamo. Mais avant ce drame survenu à Eliguezois, dans la banlieue de Yaoundé, où plus de 3 personnes ont perdu la vie, un drame de trop qui remet au goût du jour l'inexistence des mesures de sécurité dans ces zones d'habitation qui côtoient au quotidien le chemin de fer. On en parle dans une poussière de secondes. Je reçois sur ce plateau Thomas Tanquet. Bonsoir. Bonsoir Eric. Vous êtes spécialiste du transport ferroviaire, formateur des cheminots, expert des questions de sécurité sur le chemin de fer. Et vous avez suivi ce drame, un train, des travaux qui a percuté de plein fouet des personnes sur le chemin de fer situé à Eliguezois, une banlieue de Yaoundé. Des témoins racontent que la locomotive se trouvait à l'arrière du train. Le drame s'est produit autour de 19h hier, mercredi. 5 morts selon des témoins, 3 morts selon Camrail. Quelle est votre analyse des circonstances de ce nouveau drame sur le chemin de fer? Bien, M. Nefele, merci de m'avoir convié d'abord. Il faudrait d'abord commencer par présenter nos condoléances aux familles attristées. Parce que, quelle que soit la façon à laquelle le drame arrive, un mort de plus, c'est toujours un mort de trop sur les rails du chemin de fer. À mon analyse, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Déjà, le tracé du chemin de fer qui passe en ville. Et en fait, c'est la ville qui a rattrapé le rail au niveau de cette localité où l'incident a eu lieu. Bon, maintenant, c'était une rame en refoulement. Il y a des mesures de sécurité déjà qu'il faut prendre en zone urbaine, n'est-ce pas, pour assurer la sécurité non seulement, n'est-ce pas, de ce train qui est en train de refouler, mais aussi d'éventuelles personnes qui pourraient se trouver sur la voie ferrée et éviter, n'est-ce pas... Quelles sont les mesures de sécurité qui n'ont pas été prises et qui devraient l'être pour qu'on puisse éviter, selon vous, un tel drame? Eh bien, en sécurité de circulation, lorsqu'il y a un mouvement, n'est-ce pas, en refoulement. En refoulement, ça dit quoi? Les wagons précèdent la machine. En fait, la machine est en train de pousser les wagons. Du coup, le conducteur qui est peut-être situé à une bonne distance du premier wagon qui est poussé, enfin du dernier wagon par rapport à lui, ne peut pas se rendre compte non seulement de l'état de la voie, mais aussi de l'obstacle qui peut se trouver sur la voie. On peut appeler peut-être des gens qui sont morts, n'est-ce pas, les obstacles qui sont trouvés. La mesure de sécurité la plus élémentaire, c'est qu'il y a un agent qui monte sur le premier wagon, du moins le dernier par rapport à la situation des conducteurs, avec
un drapeau en plein jour ou alors une lampe torche. Et avec ces drapeaux, ces agrès, il fait des signaux au conducteur qui avance à la vitesse d'un homme au pas. C'est-à-dire qu'en cas d'une situation particulière d'urgence, le conducteur doit être en mesure d'immobiliser sa rame. Et non seulement il a ses agrès, de jour un drapeau rouge et de nuit une lampe, il fait des signaux au conducteur. Et aussi il a un signal acoustique qu'on appelle le sifflet. Le sifflet a pour conséquence quoi? C'est-à-dire d'aviser des personnes éventuelles qui pourraient peut-être se balader sur la voie ou alors traverser les voies. Alors justement, à ce sujet, Thomas Tanquet, il y a des témoins qui affirment que c'est la trame percute les premières personnes que l'on entend l'un des cheminots actionner ce sifflet. Pourtant, personne n'a vu venir ce train des travaux. Est-ce que c'est une défaillance, selon vous? Monsieur Noufélé, tel que vous le dites, et j'ose croire que c'est vrai, et aussi il y a un doute, est-ce que ces personnes sont en train de relater la vérité? Si c'est la vérité, alors c'est une faute grave de sécurité. Alors maintenant, en tant que cheminot, il est pratiquement impossible à un conducteur refoulant une rame, surtout une rame de travaux comme celle-là, sans qu'il y ait un agent de voie juché sur le wagon, n'est-ce pas, le premier wagon en tête, n'est-ce pas, pour lui faire des signaux et qui pourraient éviter des catastrophes comme celle-là. Bon, mais je voudrais prendre ça avec beaucoup de réserve. C'est assez délicat de se prononcer sur ce genre de situation. Alors Camrail, par contre, a réagi et se plaint du fait que l'occupation anarchique des emprises ferroviaires n'est pas de nature à assurer la sécurité optimale des circulations ferroviaires. Vous partagez ce point de vue au regard de la situation qui prévaut? Camrail a parfaitement raison. C'est-à-dire que l'autorité du chemin de fer a parfaitement raison. Et pourquoi? La réglementation dit, bon, déjà il faut situer le cadre, n'est-ce pas? Sur cette zone, j'ai dit tantôt, ce n'est pas le rail qui est allé à la rencontre des populations, ce sont les populations qui sont venues s'agglutiner autour des emprises du chemin de fer. La réglementation voudrait quoi? Que de part et d'autre du rail, qu'il y ait une distance sécurité qui est de 25 mètres de part et d'autre. C'est-à-dire que si on part de l'extrême gauche à l'extrême droite, il y aura au moins 50 mètres. Ceci pour éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait des accidents. Imaginez par exemple un train de marchandises transportant des billes de bois qui entre en collision avec un autre train. Mais vous n'avez jamais vu une bille de bois qui se détache d'une plateforme. Je vous assure, cette bille rebondit comme un ballon de basket. Alors vous parlez d'une distance de 25 mètres de part et d'autre entre le chemin de fer entre le rail et la première habitation, ce qui n'est pas le cas à Eliguezoa, à Yaoundé. Quelles sont les autres mesures de sécurité qu'il faut prendre dans un tel environnement où justement les populations sont très proches du chemin de fer et que l'on sait qu'elles effectuent des mouvements de part et d'autre des rails? En fait, les autres mesures de sécurité à prendre, c'est tout simplement la dissuasion suivie de la persuasion. Empêcher les populations de bâtir leur maison en bordure du rail. Et cela incombe autant aux autorités municipales ou peut-être publiques qu'à Camrail. En fait, Camrail aurait pu peut-être dresser une barrière de protection qui délimite au moins, n'est-ce pas, de façon visuelle, n'est-ce pas, cette emprise pour empêcher que les gens viennent y bâtir. Mais je pense que ce n'est pas le cas. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Parce que si c'était le cas, on aurait peut-être pensé que les personnes qui se baladent sur le rail, déjà, il est interdit, strictement interdit de se balader sur le rail, parce que le rail a ceci de particulier. C'est l'endroit où on rêve le plus, curieusement. Même pour les cheminots. Si un cheminot n'a pas de raison pour être sur le rail, il ne doit pas marcher sur le rail. Imaginez, vous êtes en train de marcher sur le rail. Généralement, ceux qui marchent sur le rail posent leurs pieds sur les traverses. Et vous êtes concentré exclusivement sur les traverses sur lesquelles vous posez les pieds. Et du coup, vous semblez ne plus exister. Mais est-ce que les populations sont assez sensibilisées sur le danger que représentent les rails, le chemin de fer? C'est une signalisation ferroviaire précise qui leur permet de savoir qu'il faudrait éviter les rails à un certain moment. On a suivi les populations de Liguezoa et bien d'autres quartiers à Yaoundé, mais aussi à Douala, dénoncer l'absence des passerelles, des passages à niveau pour pouvoir justement permettre de joindre d'un bout de la ville
et joindre l'autre pan de la ville de Yaoundé ou de Douala, est-ce que ce n'est pas aussi une des défaillances dans les mesures de sécurité pour éviter que les populations ne se retrouvent sur les rails? Eh bien, monsieur Mnoufélé, permettez-moi de peut-être terminer la phrase qui avait commencé en disant que lorsqu'on marche sur les rails, on se perd. Un train peut survenir par l'arrière ou par l'avant, on est perdu. C'est-à-dire que ce soit le cheminot ou bien, n'est-ce pas, quelqu'un qui habite les emplis de chemin de fer, soit dit en passant. Bon, maintenant, est-ce que le chemin de fer a pris les mesures qu'il fallait? C'est la votre question, je suppose. Je vous en prie, allez-y. Bien. Alors, je crois que on n'a jamais pris ces mesures-là. On n'a jamais pris ces mesures. On n'a jamais suffisamment pris. Imaginez, si on autorise un Camerounais de venir bâtir sa maison à moins de 10 mètres du rail, généralement, il commence par du matériau provisoire. Et subitement, vous allez voir des maisons en étage qui vont pousser du sol comme des champignons. Du coup, il se croit chez lui, il se croit en sécurité. C'est le cas dans le 3e arrondissement de Douala, où on voit d'énormes bâtisses qui sont construites à proximité des rails. À proximité des rails. Je vous assure, ils sont en permanence en danger. Et c'est le moment, n'est-ce pas, de tirer une sonnette d'alarme pour que les autorités publiques puissent s'impliquer davantage, y compris aussi les autorités du chemin de fer, pour dissuader, déjà détruire toutes ces maisons, je ne peux pas mes mots, détruire toutes ces maisons qui ne respectent pas les distances de sécurité et empêcher aux autres personnes qui seraient tentées de bâtir au bout de la... On a vu par exemple à l'aéroport de Douala où il y a une barrière qui a été construite, la SCDP par exemple qui a eu aussi du mal à pouvoir faire partie des populations sur les emprises, sur la zone, le périmètre de sécurité, mais pour le cadre du chemin de fer au Cameroun, l'urbanisation galopante semble se poursuivre sous les yeux, sous le regard silencieux des autorités et du transporteur ferroviaire. Écoutez, cela participe à ce qu'on appelle communément le désordre urbain. Le désordre urbain. Parce qu'ils ne viennent pas en masse construire, M. Nfélé. Ils procèdent, n'est-ce pas, par étapes. D'abord, une petite bâtisse en bois. Ensuite, comme on appelle communément au quartier, en semi-dur, et subitement, c'est les grosses fondations qui sortent. S'il vous plaît. Je crois qu'ils doivent comprendre qu'ils sont en danger. Et je voudrais me répéter, l'autorité ferroviaire, l'autorité publique doit forcément jouer son jeu pour que non seulement on dissuade, mais aussi qu'il y ait suffisamment de la communication pour que ceux qui sont là soient informés des dangers qui sont en train de courir, et ceux qui seraient tentés, n'est-ce pas, de venir bâtir au niveau du rail, sachent qu'ils ne pourront pas le faire parce qu'ils trouveront devant eux des gens qui vont leur interdire de le faire. Bon, naturellement, vous avez cité le cas de la SCDP et de l'aéroport international de Douala. Vous savez, les gens sont prêts à affronter n'importe quelle autorité publique, n'est-ce pas, pour faire valoir... Justement, à côté de ces mesures de persuasion et de dissuasion que vous évoquez, il y a d'autres outils qui permettent aux populations d'être sécurisées lorsqu'elles traversent le chemin de fer. Ce sont les passages à niveau, ce sont des passerelles. Est-ce que ces outils existent partout où besoin sont faits sentir? Vous qui êtes un fin connaisseur du chemin de fer des rails au Cameroun. Par le passé, ces outils ne se faisaient pas sentir. Mais après, il y a eu un regain, une sorte de prise de conscience. Je prends pour exemple le passage à niveau du marché Sadanga. Je voudrais prendre aussi pour exemple le passage à niveau du kilomètre 5 et probablement aussi celui comment ça s'appelle encore au niveau de l'Ogbaba. De l'Ogbaba, oui. Et même celui d'Edea. Bon, peut-être aussi ailleurs. Bon, mais écoutez, il faudrait qu'on prenne bien ces mesures-là. Pourquoi? Mais à Yaoundé, il y a des familles qui ont manifesté pour dénoncer l'absence de passage à niveau depuis de nombreuses années dans un autre quartier qui est à proximité du chemin de fer. Depuis 2003, ils ont posé le problème et ils s'inquiètent des dangers que courent leurs enfants qui doivent traverser les rails pour se rendre à l'école. Un autre drame pourrait aussi subvenir de ce côté. Tout est possible. Écoutez, M. Noufélé, j'ai dit tantôt, ce sont les populations qui se rapprochent du rail. Ce n'est pas le rail qui se rapproche de la population. S'ils ont posé leur doléance depuis 2003, vous avez dit 2013 ou 2003 2003. 2003. Écoutez, le chemin de fer n'existe pas à cet endroit depuis 2003. C'est depuis des lustres que le chemin de fer passe par là. Et puis, je crois que ça doit être une action conjuguée
non seulement de l'autorité du rail, mais aussi de l'autorité publique, pour éviter, n'est-ce pas, pour permettre aux populations de pouvoir traverser le rail en toute sécurité et rejoindre leur domicile. Autre chose, il est même très dangereux de venir construire une école en bordure du rail. On ne peut pas maîtriser les enfants. Je ne sais pas comment ils ont eu leur autorisation, je ne les plains pas, mais en fait, c'est un danger permanent de venir construire une infrastructure scolaire à côté du rail. Merci Thomas Tanquet. Je rappelle que vous êtes spécialiste du transport ferroviaire, formateur des cheminots et expert des questions de sécurité sur le chemin de fer. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.